Et un grand merci à Enjoy Phoenix, qui du coup devient un peu la marraine de cette émission. Oui, la pression que tu mets là. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est pas facile d'accepter l'invitation à une nouvelle émission où on essuie un peu les plâtres, quoi. Oui, mais en même temps, on s'était vu sur Popcorn et j'avais eu un bon feeling avec toi. Et je me suis dit, je pense que je suis entre de bonnes mains, ça va bien se passer. C'était la première fois qu'on se croisait. Oui, c'est vrai. On était tous les deux invités de Popcorn il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'est ça, ouais. Juste avant l'été. C'est la première fois que je te voyais en vrai, je me dis, ah oui, mais elle existe vraiment. C'est une vraie personne. Merci beaucoup. Alors, l'entretien qu'on va avoir avec Marie, on appelle ça l'entretien MVP. C'est un peu comment dire, de recevoir quelqu'un dont le parcours est inspirant. Voilà, moi, c'est le regard que j'ai sur ta carrière déjà, parce que oui, déjà. Comme ça, déjà. Ouais. Quelqu'un qui a un parcours inspirant, qui vient témoigner de son parcours professionnel. Et je me dis qu'au-delà de l'interview sur les passions, on parlait de métier passion, c'est aussi peut-être des clés pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se projettent vers un métier ou qui ont envie d'en changer, pour voir peut-être comment on peut réussir, comment l'échec aussi parfois est une source de réussite. Voilà. Donc ça, je pense que tu as peut-être des choses à nous dire. Il y a plein de choses à dire, je pense. En tout cas, un grand merci. Marie, tu carbures à quoi, toi, en termes de boisson? Écoute, là, on m'a mis de l'eau, mais sinon, c'est du café. Ouais, tu sais, Café, toi aussi? Ouais, mais en intraveineuse, dans le sens où je suis obligée de réguler ma consommation de café. Par exemple, le matin, je m'interdis d'en boire avant 10h. Parce que sinon, en fait, je bois ça avant de boire de l'eau, avant de boire quoi que ce soit. C'est très grave. Attends, tu sais qu'on a la même addiction alors. Mais je trouve que c'est un vrai problème. Ah ouais. Ouais. Moi, toi aussi, tu as ce sentiment que sans café, ton cerveau n'est pas allumé? Mais j'ai mal à la tête. Ah oui. Tu sais, moi, j'en suis au stade d'addiction où quand je bois pas de café toute la journée, j'ai la tête, vraiment le crâne qui va exploser. J'ai des tempes comme ça qui tapent, je vois plus rien. Mais je savais pas qu'on partageait cette addiction. Est-ce que parce que tu sais, pendant la petite pause, on a une petite pause là, après la première partie, j'ai demandé gentiment si on pouvait m'amener un café justement pour relancer le cerveau. Et là, ça y est, je l'ai la pas. sec. Faut appeler les services d'urgence. Il est pas venu, du coup, je lance un appel. N'hésitez pas à venir nous l'amener et éventuellement. J'en veux bien. Et un pour Marie aussi. Voilà. Tu le veux comment? Noir? Noir, sans sucre, sans lait. Voilà. Noir pour Marie. Regarde, ils avaient déjà pré-shot, ils savaient déjà que tu la voulais un qualité café de la production. Un service incroyable. Cette émission. Et donc, la commande est passée pour Marie, mais black cette fois pour toi, Marie. Voilà, très bien. Est-ce que tu mets du sucre et du lait? Tout. Moi, ça remonte à l'enfance. Ma maman était une buveuse invétérée de café. Elle buvait des litres de café. Ah ouais? Et comme tous les petits garçons, j'étais très proche de ma maman. Et en fait, j'ai voulu faire comme elle. Et donc très tôt, j'ai commencé à boire du café. C'est une histoire un peu comme ça familiale. Oui, c'est du café au lait, quoi. Voilà, et puis elle buvait du café noir. Ah ouais. Et puis moi, après, j'ai bu tous les cafés possibles, imaginables. Et selon les périodes, j'alterne. Et comme souvent quand je travaille, je mange pas, ça m'endort. C'est la digestion. Ça t'endort de manger? Oui, un petit peu, la digestion. Et je suis pas assez réveillé. Du coup, le café au lait, c'est pratique parce que tu manges et tu bois en même temps. Voilà. N'écoutez pas les conseils de Samuel. Vous devez manger. Mais voilà, donc café au lait et café noir dans un instant. Mais je suis content de voir qu'on a une addiction commune. Partagée. Marie, on a parlé dans cette émission, on ne parlera pas à chaque MVP de la création de contenu et des créateurs de contenu, des streamers, des youtubeurs, mais aujourd'hui, puisqu'on parlait de métier passion, on en a parlé, c'était un peu un passage obligé. Quand quelqu'un te rencontre et te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ah, on me dit qu'il y a un problème de son. Attends, on va faire une petite pause, c'est pas grave. C'est revenu. C'est revenu. Quand quelqu'un te rencontre et a vécu dans une grotte pendant 30 ans et ne sait pas ce que tu fais, et il demande, au fait, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi? Ça dépend si je veux qu'on me pose des questions ou si je veux pas qu'on m'en pose. Tu vois, par exemple, si je suis dans un taxi et que le mec me demande vous faites quoi dans la vie, je dis toujours que je travaille dans la création digitale. J'ai pas envie qu'on me pose des questions parce que si aujourd'hui je dis que je suis créatrice de contenu, comme ça devient un petit peu commun, ah bon, mais c'est quoi votre pseudo? Puis tu vois, ils vont aller regarder, toi t'as juste envie d'être tranquille. Donc ça dépend. Mais généralement, je dis créatrice de contenu parce que ça englobe quand même globalement tout ce que je fais aujourd'hui. Et t'as toujours dit ça ou à tes débuts où tu étais plutôt youtubeuse, tu disais youtubeuse? Au début, je disais pas youtubeuse parce que tu vois, c'était un terme vraiment. Je disais, je fais des vidéos sur Internet. Mais il fallait voir la tête des gens. Ils pensaient que... Enfin, je sais pas ce qu'ils se disaient comme vidéo, mais enfin... Oui, je vois, oui. Il y a des fois des gens qui m'ont dit « Mais quel genre de vidéo tu fais ?» c'est un peu... Je fais des tutos beauté. Ah, d'accord. Mais c'était niche à ce moment-là. Donc, et tu disais même pas YouTube ou youtubeuse parce qu'en fait, les gens ne savaient pas ce que c'était, c'est ça? Non, je disais je faisais des tutos sur Internet. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Ça voulait tout dire et rien dire en même temps. Cette époque-là, on parle de quelles années, là, où YouTube n'était pas un mot courant? Écoute, la regarde, c'était il y a 13 ans. Donc 2011, 2012, 2013, c'était ces années-là, quoi. Tu commences à 16 ans, je crois. Ouais, je commence à 16 ans. À 16 ans, Marie. Ouais.
Comment ça se passe? Comment tu rencontres l'outil? Est-ce que c'est ta curiosité? Tu es allé sur Internet, tu as vu les balbutiements de YouTube, les premiers pas, tu t'es dit, tiens, moi j'ai envie de partager quelque chose, une passion. Ça a commencé avec le maquillage. Comment ça s'est passé? En fait, j'allais à ma première soirée. Tu vois, j'étais invitée à ma toute première soirée au lycée. Et je cherchais comment me maquiller, mais différemment d'habitude. Donc, j'ai tapé sur Google comment faire un smokey eye. C'était hyper précis, tu vois. C'était un truc que je voulais faire. Et je suis tombée sur une vidéo d'une Française qui s'appelle Julie. Aujourd'hui, elle fait plus de vidéos, mais je vois cette vidéo sur YouTube. À l'époque, YouTube, c'était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de vidéos de maquillage, quoi. Et elle explique comment elle fait ce smokey. Et je tombe sur sa chaîne et je dis, mais c'est génial. Et je commence à regarder toutes ces vidéos. Et là, j'en regarde aux États-Unis et je commence à voir qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est trop chouette, quoi. Et moi, ce que j'aimais, c'était l'aspect communauté, l'aspect copine, un peu grande sœur. Je me suis dit, bon, je vais tenter, quoi. Je vais tenter l'expérience parce que j'avais envie, en fait, de me créer des amis, tu vois, d'avoir une communauté et de partager avec les gens. C'était pas vraiment ce que j'avais dans ma vie, dans ma vraie vie. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me créer ça sur Internet comme si je me créais un peu une deuxième famille, quoi. On va revenir sur cette première soirée, parce que c'est important, la première soirée. Je pose la question en régie, puisque le chat est beaucoup sur le son. En fait, le son coupe et revient. Ah. Voilà. Et donc, le régie est en train de me dire qu'ils sont en train de travailler dessus. Je pense que c'est pas grand-chose et qu'ils vont le corriger. Donc, il y a des petites interruptions de son. Donc, c'est drôle parce que c'est comme ta première soirée. On s'en souvient tous de sa première soirée. Ouais, mon Dieu. Voilà. En général, c'est dans un garage, il y a des ballons. Ouais. Tu viens de résumer. Des bonbons gélifiés. Non, toi aussi, c'était ça? C'était ça. T'es un garage? Je te jure, un garage chez des amis. Oui. Les parents disent, OK, tu fais ta première... Ils étaient chaperons. À mon époque, on disait boum, mais... ouais, bah là, c'était soirée, nous. Ouais, soirée, le mot boum n'existait plus. Mais... Et donc, les parents étaient là? Les parents étaient là. Physiquement? Physiquement. Dans la pièce? Alors, ils venaient toutes les heures. Ils faisaient faire un petit check. Mais tu vois, la soirée a commencé à 17h. Elle a fini à 20h. C'était fini. Mais moi, c'était la même soirée. Une après-midi. On était à la même soirée. Non, et on moi, le savait pas. c'était longtemps avant. Mais, et toi, je sais pas, mais cette première... Moi, on disait boum à l'époque. Ouais. Soirée pour toi, on s'en souvient toute sa vie. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rappelle toute sa vie. Hein? C'est vrai. Ok. Et donc, ça commence comme ça. Donc, tu cherches des conseils pour un maquillage, tu découvres l'outil, YouTube, le côté partage de communauté, voilà, et tu te lances. Ouais. Et tu te lances, comment tu fais pour le matériel je pique la caméra de ma mère, tu sais, la caméra familiale, la petite caméra, quoi. Le caméscope. Le petit caméscope familial, je le ship, je commence à essayer merci beaucoup, de me poser dans ma chambre, mais tu sais, je le faisais en catimini, je fermais la porte. Chine de café. Misère. Donc il est 14h. Donc tu l'empruntes sans trop demander. Donc je lui emprunte sans lui dire. Je me mets dans ma pièce, dans ma chambre, je m'enferme. Je veux pas que mes parents m'entendent. Je parle tout doucement parce que j'ai peur. Puis après, je cherche sur Internet comment faire un montage de vidéo. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est hyper accessible. Tu peux même faire un montage sur ton téléphone. Mais à l'époque, j'avais mon premier PC portable. C'était un Asus. Je me rappelle très bien. Un truc que mes parents m'avaient acheté pour les cours. Et je cherche comment faire du montage. Pareil, je cherche sur YouTube. Je vois le premier logiciel tout pourri. Windows Movie Maker. Mais c'est à l'ancienne, c'est des vieux trucs. Mais je vois. Je pense que pour monter ma première vidéo, j'ai dû mettre 4 jours, quoi. Mais bien sûr. Et c'était même pas bien. C'était genre... Mais attends, image, son, montage... Ouais. Et donc, je poste cette vidéo comme ça. Mais j'ai hésité longtemps avant d'appuyer sur le bouton publier, parce que je me suis dit, waouh. Et donc là, tu as 16 ans? Ouais. Tu es au lycée? Ouais, je suis en seconde. Ok. Tu viens de parler de 4 jours de montage pour ta première vidéo. Ouais. Donc, je suppose que ça commence à te prendre du temps à l'époque. Je le faisais le week-end, tu vois, je le faisais le soir en sortant des cours. Et puis, moi, j'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas spécialement bien au lycée. J'étais harcelée. J'avais vraiment pas beaucoup de copains, copines. Donc, moi, d'être un peu dans ma grotte comme ça à la maison devant mon ordi, c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Tu vois, tout s'est un peu mis comme ça. Et donc, ouais, je travaillais pas trop les cours. Par contre, j'aimais bien monter mes vidéos YouTube. C'est pas en fait YouTube qui te détourne un peu du lycée ou de l'école. Non. Au contraire, ça a rempli un vide qu'il y avait. Ouais. Et le make-up, est-ce que c'était une vraie passion? C'est-à-dire, c'était Non, en fait, c'est ce que je dis souvent et c'est un peu triste parce que c'est plus du tout le discours qu'on aurait aujourd'hui. Mais tu vois, à l'époque, sur YouTube, les filles, elles faisaient que du make-up. Il y avait très peu de nanas qui faisaient de l'humour. Alors, c'est arrivé avec le temps. Il y a eu Natou. Mais enfin... C'est arrivé bien après. Au début, les créatrices de contenu sur YouTube, elles faisaient essentiellement de la beauté. Et donc, moi, je me voyais pas du tout, à ce moment-là, différer un petit peu de ce qui se faisait. Et donc, je me suis dit, non, il faut que je reste là-dedans parce que j'aimais bien ça, mais c'était pas ma passion. Mais en fait, le champ des possibles, il était restreint. C'est-à-dire qu'il y avait ça. Et donc, imaginez qu'en tant que femme, jeune femme, on puisse faire autre chose.
C'est pas évident. Le maquillage, ça commence comme ça. Ouais, ça commence comme ça. Ok. Tu t'entourais? Il y a des gens qui t'accompagnaient, te conseillaient? Pas du tout. Est-ce que tu avais contacté, par exemple, des créateurs ou des créatrices de contenu à l'époque pour leur demander des conseils? Ah non, pas du tout. Vraiment, j'étais autodidacte à 100%. On était très, très peu à cette époque. Ça a commencé à se démocratiser. 1 an après que j'ai commencé à en voir de plus en plus, qui avaient plus ou moins mon âge. Mais non, franchement, puis c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a des agences, il y a des gens qui peuvent nous aider, des monteurs. Mais à l'époque, on faisait vraiment tout nous-mêmes. On faisait un travail de journaliste, on faisait un travail... Parce qu'on testait les produits, on achetait les produits, on les testait, on donnait nos avis, on disait ce qu'on en pensait. C'était un full-time job, quoi. Et à quel moment, parce que tu as un full-time job intéressant, tu as 16 ans, ça commence... Ouais. À quel moment, première question, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a un début de succès. Ouais. Il y a des gens qui te parlent manifestement. Toi, le côté communautaire, échange avec les autres, amical est très important. À quel moment tu sens qu'il se passe quelque chose? Et ensuite, à quel moment tu te dis, et si j'en faisais un métier, mon métier? Écoute, ça marchait plutôt bien. Et puis un jour, j'ai expliqué sur Internet les vraies raisons pour lesquelles j'avais commencé en fait les tutos, à savoir que je me faisais harceler à l'école. Ouais. Et c'était à l'époque un sujet dont on parlait pas. C'était assez tabou. Et le fait de l'avoir évoqué sur Internet, j'ai eu des milliers de commentaires, mais des dizaines de milliers sur une vidéo qui n'était pas si virale à l'époque, de gens qui me disaient « mais moi aussi ». Mais je savais pas que ça s'appelait du harcèlement. Mais attends, mais moi, je vis la même chose que toi. Et il y a eu comme un espèce d'engouement comme ça autour du truc en se disant, mais c'est fou, comment est-ce qu'une fille qui réussit comme ça sur YouTube, qui a ses petits abonnés, qui a sa communauté et tout, ait en fait été harcelée? Comment c'est possible? Et il y a eu ce déclic, je pense, dans la tête des gens où ils se sont dit que ça arrivait vraiment à tout le monde et ils ont trouvé comme un soutien, une forme de soutien, de se dire, bah, moi aussi, j'ai passé une mauvaise journée à l'école. Et je viens regarder tes vidéos le soir parce que ça m'apaise ou ça me fait penser à autre chose, quoi. C'est toi, là? Oh ouais, c'est moi. Regarde comme j'étais mignonne. Le harcèlement au lycée, mon histoire et mes solutions, c'est la fameuse vidéo. C'est une de celles que j'ai faites. Ça, c'était un petit peu après. Là, j'étais déjà sortie du harcèlement. J'étais censée être en première année de fac à ce moment-là. Censée. Oui, des langues, je crois. Langue étrangère, non? Langue étrangère. Non, ça. Mais ça n'a pas duré longtemps, je fais 3 semaines. Oui, voilà. Après, j'ai dit, tu sais pourquoi? Non. Je me faisais reconnaître sur les bancs de la fac. Et c'était pas sympa? Ah non. Ben écoute, déjà, en fait, quand tu as eu un passif comme moi de personnes harcelées à l'école et là, tu arrives dans une fac que tu connais pas, tu connais personne, c'est un tout nouveau système et les gens se retournent dans l'amphi pour voir si c'est toi. Il y avait des ordis devant moi dans l'amphi et je les voyais regarder mes vidéos. Donc t'imagines, je suis là, je suis en train d'essayer de me concentrer sur le cours et je vois des gens 2 places plus loin de moi en amphi, ils ont mes vidéos, ils sont là, je chuchote et puis ils se retournent en mode ah mais c'est elle. Et moi j'étais toute seule, en plus j'avais pas de copine, là j'étais là, ah waouh, non ça va pas le faire, non ça va pas le faire. Donc là tu constates le résultat de la célébrité, en fait, les gens te reconnaissent. Ouais. Donc toi je vois bien que tu es très sensible au fait que y a des gens qui t'envoient des messages très positifs, qui te remercient par exemple de ta prise de parole sur le harcèlement. Et le fait de créer communauté, on voit que tu aimes échanger avec les autres. Et parfois, quand les créateurs de contenu et créatrices de contenu, on essuie aussi des critiques. Oui. Voilà. Les critiques, parfois, le mot est faible. Parfois, c'est extrêmement violent. Oui. Surtout qu'on est une femme. Oui. Surtout qu'on est une femme. Ça, c'est terrible. À partir de quel moment tu commences à vivre ça et comment tu le vis quand tu découvres ce phénomène que quand, sur Internet, tu as apporté de violence? En fait, les premières critiques, elles sont arrivées très facilement. Déjà, dès qu'on s'expose, on est exposé aux critiques, surtout sur le physique. Je dirais que c'est le premier truc qui arrive. Hein. Donc, t'es grosse, t'as pas les dents droites, machin, t'as des cernes. Bon, évidemment, quand on sait pas quoi critiquer, c'est ça qui commence. Beaucoup plus que pour les hommes, on est d'accord? En fait, évidemment, parce que les hommes, on va dire qu'à cette époque-là, le contenu était plus centré sur de l'humour, sur ce genre de choses. Donc, il n'y avait pas vraiment de raison de critiquer. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, chez les femmes, en tout cas, c'était facile de critiquer le physique. Et puis après, il y a eu quelques scandales, évidemment, qui sont arrivés, des petits bad buzz. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, en effet, c'était pas le scandale le plus connu de ma carrière. J'arrive même pas à croire que je peux dire un truc comme ça. C'est le masque à la cannelle. Je suis sûre qu'il y a des gens dans le chat, ils savent déjà de quoi je vais parler. Je vois, moi. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Et en fait, j'avais pris des recettes sur Marie-Claire à l'époque, de masques que tu peux te faire à la maison. Et je sais pas, moi, je fais les recettes, je les teste sur moi, j'ai pas de problème, je me dis c'est bon. Je fais la vidéo et là, je vois sur Twitter, quelques jours plus tard, une nana qui dit qu'elle a fait une allergie au masque à la cannelle que j'ai proposé et qu'elle s'est brûlé la peau, entre guillemets.
mais c'est pas ma faute en soi, tu vois. Enfin, et en fait, là, c'est parti en cacahuète sur Twitter. Les gens ont pété les plombs en disant que j'étais un danger public. C'est même allé sur TPMP. Hein. Des gars comme Gilles Verdez qui ont dit en prime time sur TPMP que j'étais une petite conne irresponsable. Tu vois. Alors là, vraiment, je me suis dit, donc là, on en arrive au stade où ça va quand même très très loin pour un pauvre masque au visage. Et là, ça a renforcé le fait que tu peux pas dire ce que tu veux sur Internet. Il faut vraiment faire attention. Et si quelqu'un te prend en grippe, là, tu peux plus t'en dépatouiller, quoi. Comment, humainement, personnellement, la violence, parfois la haine qui peut accompagner le fait d'être créateur, créatrice de contenu, comment tu le vis? Est-ce que tu as appris à te protéger, te préserver? Est-ce que ça te touche intensément? Au contraire, aujourd'hui, est-ce que tu réussis à mettre ça de côté? À cette époque, ça me touchait beaucoup parce que comme j'étais vraiment dans la bienveillance, moi, à aucun moment, je cherchais à faire du mal aux gens. Évidemment, en fait, qu'on me prête des trucs comme ça, qu'on me dise que j'étais irresponsable, ça me faisait vraiment de la peine parce que je me disais, punaise, avec tout ce que je fais pour les gens qui me suivent, c'est injuste, en fait. Et ça me faisait du mal. Et donc, j'ai eu beaucoup de périodes où j'avais besoin de parler à mes parents, essayer de trouver du soutien, comprendre, mais même eux, c'était inexplicable. Ils savaient pas comment me rassurer parce qu'évidemment, c'est à portée de main, quoi. Aujourd'hui, franchement, ça me fait beaucoup moins mal qu'avant parce que, bah oui, c'est horrible à dire, mais j'ai 12 ans d'expérience. Et donc, je sais que les périodes de critique vont être très succinctes et puis ensuite, ça va passer. Et puis, une fois qu'ils trouvent une autre cible, entre guillemets, ben voilà. Ils passent à autre chose. Ouais, ils passent à autre chose. Alors, on a parlé de YouTube parce que ça commence comme ça, mais très vite, tu vas te diversifier. Je fais une question longue pour que tu puisses boire un peu de café, tu vois, parce que j'arrête. Parce que tu parles beaucoup plus que moi, c'est normal, tu es interviewé. Donc là, tu vois, je fais une question longue pour que tu puisses un petit peu t'hydrater avec cette boisson magique qu'est le café. Merci. Je connais ça. Et donc, du coup, tu vas aller progressivement vers d'autres plateformes. Ouais. Voilà, tu vas notamment collaborer avec des chaînes de télévision aussi. M6, Ah ouais, j'ai beaucoup bossé YouTube. avec M6. C'est ça, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Et ben en fait, c'est des projets qui sont arrivés avec le temps. Pour moi, tu vois, youtubeuse, de passer à la télé, c'était un truc de fou. Puis d'avoir des chaînes comme M6 qui te contactent quand c'est. En plus, moi, M6, c'était ma chaîne préférée, quoi. Je regardais ça toujours avec mes parents. Bon. Et donc, on m'a proposé de présenter des émissions. J'ai dit oui. On m'a proposé de participer à des émissions de télé. J'ai dit oui. Pour moi, c'était un peu pas la suite logique, mais c'était une opportunité incroyable en fait de passer sur le grand écran. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, donc ouais, j'ai fait toutes ces expériences. Et la télé, t'as pas continué? Eh ben, en fait, non, j'ai pas continué parce que c'était encore peut-être. Je pense que j'étais pas assez mature à cette époque. J'avais, par exemple, quand j'ai fait Danse avec les stars, j'avais 20 ans. Et 20 ans, quand tu es plongé dans une expérience comme ça, c'est très, très jeune. Bien sûr. Donc, je pense que j'avais pas les armes pour pouvoir continuer. J'ai fait d'autres émissions. J'ai fait Le Meilleur Pâtissier, ce genre de choses. C'était très chouette. J'ai présenté une émission sur Disney Channel. C'était très chouette, mais je me voyais pas faire ça parce que ça me manquait de pas avoir le temps de faire mes vidéos. Pour moi, c'était hyper important de garder cette espèce d'indépendance aussi. Tu sais, c'est un peu comme les journalistes qui ont leurs médias indépendants. Pour moi, c'était important de pouvoir continuer à choisir de quoi je parlais, comment je le faisais, comment je montais, d'avoir ma plateforme, parce qu'à la télé, malheureusement, tu peux pas choisir tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, comment c'est présenté. Et moi, ça, j'avais un peu de mal. Des aventures, tu en as connu plusieurs professionnelles, parce qu'on part de YouTube, on passe par la télévision. Tu es streameuse, tu es sur Twitch depuis 4 ans, je crois. Oui. Non, depuis 4 ans. On a commencé quasiment ensemble. Oui. Et on va en parler de Twitch aussi. Mais il y a d'autres aventures. Je crois que tu as créé des entreprises. Hein, comment naissent tes projets? Comment tu les choisis? Est-ce que c'est en fonction de valeurs propres? Je sais par exemple que la dimension environnementale, aujourd'hui, dans tes démarches professionnelles, elle est importante, notamment sur les cosmétiques, mais pas seulement. Comment tu choisis tes projets? Comment ça se passe? Évidemment, quand ça fait 14 ans, 14 ans, je ne sais plus, que tu es sur Internet, tu évolues aussi. Et moi, avec le temps, il y a des choses que j'ai plus acceptées dans mon milieu. J'acceptais plus, par exemple, qu'on nous envoie des produits à outrance. Des fois, il y avait une espèce de surconsommation latente et qu'on faisait la promotion de cette surconsommation. Oui, pour vous les faire tester, donc vous envoyez beaucoup de choses. Oui, mais c'était énorme. Je savais plus quoi en faire. À un moment donné, je savais plus à qui les donner. À un moment, tu as dit stop, tu as dit t'as dit aux marques stop, arrêtez de m'envoyer. J'ai dit aux marques, je peux plus. Moi, je veux plus recevoir. J'ai pas envie de faire partie de cet écosystème. Ça me gonfle. De la surconsommation, finalement. De la surconsommation et en fait de montrer aux gens encore des nouveautés tout le temps, alors qu'en fait, il y a d'autres combats qui étaient plus importants.
Donc je me suis un petit peu retirée de tout ça, j'ai arrêté de faire de la beauté, ça a été un gros tournant dans ma carrière et je me suis dit que quitte à avoir une audience, autant l'utiliser à bon escient. Donc je me suis penchée sur des questions environnementales, sur tout ce qui pouvait être fait de mieux. Alors évidemment, hein, je ne dis pas que je suis parfaite, je prends encore l'avion, tu vois, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, mais je sais que le fait d'en parler sur les réseaux, d'avoir cette parole parfois un peu dure et un peu crue, ça a éveillé beaucoup de conscience. Et sur un sujet tel que l'écologie, je trouve que c'est important parce qu'in fine, on vit tous sur la même planète, quoi. Et il n'y a plus trop la place à l'individualisme. Donc oui, ça, c'était important. De couper les ponts avec certaines marques, certains produits. Est-ce que ça a eu des conséquences sur ton activité ? Oui, de toute façon, tout gros changement comme ça, y a beaucoup de marques qui n'ont pas compris. Il y a des marques qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain. J'ai perdu des contrats terrifiants, mais c'était un choix aussi. Je pouvais me le permettre. Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Il ne faut pas... Faut réfléchir à 2 fois quand on prend des décisions comme ça parce qu'il y a des gens qui vont tellement suivre leurs valeurs loin qu'ils ne vont pas se rendre compte des 10 prochaines années à quel point ça peut être compliqué financièrement parlant. Donc oui, il y a eu un moment où c'était difficile et pendant ce laps de temps, j'ai lancé mes 2 autres sociétés complémentaires à mon activité qui sont donc Leaves and Clouds qui est un site internet sur lequel en fait je ne vends que des produits made in France, made in Europe en cosméto. Ouais, c'est celui Donc qu'on voit là. on a lancé notre propre marque qui est 100% faite en France. Les produits sont à moins de 20 €. On essaye vraiment de faire comprendre aux gens qu'on peut acheter bio, made in France sans se ruiner et sans avoir ce côté aussi, tu sais, un peu... Tu sais, les gens, ils pensent que quand tu mets du bio, tu sens le chanvre. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc pas très sexy où genre, si tu mets du bio, tu pues, tu vois. Et moi, j'étais là, mais non, tu peux avoir des produits... cette phrase. Non, mais c'est vrai, tu peux avoir des produits bio sans être baba cool. Parce que sans sentir le chanvre. C'est ça. Et puis, tu sais, c'est cette croyance, en fait. Et moi, je voulais montrer que absolument pas. Et ensuite, j'ai lancé Honest Mind, et ça, c'est de la slow fashion. Donc, je pense que tu es sensibilisé un peu à tout ce qui est fast fashion, toutes ces industries où les gens sont pas payés, on fait travailler des enfants à l'autre bout du monde, évidemment. Il y a le coût humain est énorme, le coût écologique est énorme, effectivement. C'est terrifiant. Ouais. Et donc, il y a plein de super créateurs et créatrices en France qui font ça chez eux, dans leur salon, qui se battent pour faire les choses éthiquement, pour rémunérer tout le monde correctement. Et donc, moi, j'ai lancé Honest Mind, qui est dans une idée de faire des co-créations avec des gens qui font déjà des vêtements, parce que l'idée, c'est de les faire travailler eux, et de montrer leur travail, leur donner plus de visibilité pour que les gens se rendent compte qu'il y a une autre consommation qui est possible. Alors, pas toujours, évidemment, c'est toujours compliqué. On ne peut pas faire que ça parce que c'est évidemment plus cher que de la fast fashion, mais de montrer qu'il y a des alternatives. Et ça, c'est vraiment la démarche de montrer qu'on peut faire autrement. Et... Je vois des habitués dans le chat qui ne connaissent pas tout ton parcours. Framboise, je ne savais pas, c'est super. Ouais. J'aime bien le commentaire de Je s'appelle Fulmina. Girl boss, la miss. Boss, créatrice d'entreprise. Parce que tout à l'heure, tu as dit, quand je me présente aujourd'hui, je me présente comme une créatrice de contenu, mais tu es aussi chef d'entreprise. Oui, chef d'entreprise, parce qu'on a là, en tout, j'ai 8 salariés. Ouais. Donc, oui, chef d'entreprise. 8 salariés en CDI. En CDI, quoi. Ouais, dans mes locaux à Lyon, ouais. Et non, c'est une belle aventure. C'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que, en fait, c'est une vraie aventure challengeante pour moi. Tu vois, comme du coup, j'ai arrêté mes études très tôt, même le côté entrepreneuriat, tout ça, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai du mal à donner des conseils sur quelque chose dans lequel je suis pas encore 100% légitime, même si ça fait, je crois que Leaves and Clouds, c'est pas que je crois, c'est Leaves and Clouds a débuté en 2018, mais je me sens toujours pas légitime sur le fait de parler d'entrepreneuriat, de girl boss. Je me sentirais pas de donner des conseils à... Et pourtant, tu devrais, parce que qu'on me dit tu devrais faire plus de com dessus parce que c'est de beaux projets. Du coup, ce déficit que tu penses avoir en termes de gestion, de création d'entreprise, comment tu fais pour te faire accompagner ? Comment tu vas chercher ceux qui peuvent t'accompagner, t'aider ? Où est-ce que tu les trouves ? En fait, tu parles du coup pour après... les gens qui travaillent avec toi, Okay. tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'ai signé en agence il y a 8... ça fait longtemps, 6-7 ans. J'ai signé en agence d'influence et je suis dans une agence qui s'appelle Point d'Or, qui a été lancée par une de mes meilleures amies. Donc vraiment, les planètes se sont alignées à ce moment-là. Et aujourd'hui, elle est dans le top 3 des meilleures agences d'influence en France. Donc c'est vraiment génial. Et en fait, il y a toute une panoplie d'agents qui gèrent la prospection, les contrats, les prods qui peuvent m'aider. Exactement, et qui gère aussi toute la partie juridique, financière que moi, je n'aime pas. Et donc ça, c'est un atout, évidemment. On peut pas tout faire. Ah non, franchement. Et déjà, moi, je sais pas comment je fais. Rien que là, dans ma vie, c'est déjà compliqué. Donc non, je suis contente de les avoir. Ils m'épaulent bien. Et je crois que dans toute vie entrepreneuriale, c'est important au bout d'un moment, s'il y a des gens qui veulent se lancer, de comprendre effectivement qu'on peut pas tout faire, d'accepter qu'on n'est pas compétent dans tout et que c'est OK à un moment de se dire qu'on doit se faire accompagner, quoi.
Dans notre émission d'aujourd'hui, le thème, c'était le métier passion. Est-ce que tout métier doit être passion? Les dangers du métier passion, tu sais, celui qui consume, celui qui prend toute la vie. Tout à l'heure, on avait une invitée qui travaillait dans l'influence, dans la mode, et qui, à la question elle devait noter de 0 à 10 sa vie, l'équilibre vie pro-perso. Elle dit 0, parce qu'en fait, ce métier me prend tout. Toi, comment tu es, Marie, par rapport à ça? Est-ce que parfois, cette passion te mange, te dévore, te prend tout? Ou est-ce que tu arrives à compartimenter? Déjà, je crois que c'est hyper important d'avoir un métier passion. Alors, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance, en fait, de faire un métier passion. Franchement, il faut se le dire. Chance, Mais je trouve qu'il faut quand même avoir une envie le matin quand on se lève, parce qu'on passe 80% de notre vie au travail. Donc, c'est quand même important d'aimer un minimum ce qu'on fait. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on est dans un métier passion et dans l'entrepreneuriat, quand on travaille surtout de chez soi, on est vite happé par le boulot, parce qu'on n'a pas d'horaire, parce qu'on n'a pas de week-end, parce qu'on n'a pas les mêmes vacances que tout le monde, et c'est difficile de dire stop. Pour te dire la vérité, moi, ça fait qu'1 an que j'ai vraiment décidé de... je délègue beaucoup, mais surtout, en fait, de mettre des plages horaires dans ma journée où je travaille. Sinon, avant, c'était... Tout le temps. Non-stop. Tout le temps. Du réveil au coucher, le week-end compris, les vacances. J'en ai pas. Pareil. Là, j'en ai pas pris cet été, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, le concept de vacances a disparu il y a un moment déjà. Ouais. Puis mon mec est pareil. Donc, en fait, quand t'es 2 entrepreneurs ensemble, impossible, quoi. Et est-ce que c'est formidable en mode, c'est tellement génial que ce que je vis, c'est pas grave finalement, que tout mon temps libre, non dormi, quoi, et encore peut-être que quand tu dors, tu songes à tes projets, il soit consacré, ou est-ce que parfois tu dis, c'est peut-être un petit peu trop quand même? Mais je crois qu'en fait, nous, dans le métier qu'on a en tant que créateur de contenu, on a des opportunités dans la vie qui font que des fois, on oublie qu'on travaille. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Moi, quand je suis invitée, je ne sais pas si tu as été invitée aux Jeux Olympiques cet été, ou si, par exemple, tu es invitée à des événements ou à des voyages, tu n'as pas l'impression que tu travailles. C'est des opportunités que peu de gens ont dans la vie. Donc, évidemment, ça te donne envie de continuer. Tu te dis, c'est quand même un cadre et un environnement de travail plutôt agréable. Mais... je sais pas, c'est compliqué. Très sincèrement, c'est compliqué. Tu vois, il y a ce discours des fois où je vois des gens sur les réseaux, sur TikTok, dire oui, créateur de contenu, tu te lèves le matin, tu fais ta story, c'est bon. Non. Et j'aimerais des fois leur montrer que vraiment c'est un sacrifice de vie ultime quand on est à son compte. Parce qu'on n'a pas, comme dans un CDI, le confort de se dire je peux prendre des vacances, c'est pas grave, je serai quand même payé. Bah non. Si tu t'arrêtes, ça s'arrête. Voilà. Ouais. Et tu as le sentiment aussi parce que c'est une chance de faire de sa passion un métier, de vivre un métier passion. Et c'est une façon de rendre à cette chance d'être autant investi en te disant beaucoup dans le monde du travail n'ont pas cette chance, et moi, il faut que je sois à la hauteur de cette chance. Et donc, la façon dont je rends à cette chance, c'est en m'impliquant, en travaillant beaucoup. Il y a un peu de ça. En fait, comme moi, j'ai grandi dans un espèce de microcosme sur Internet où on m'a toujours fait sentir que je méritais pas ce que je gagnais ou je méritais pas ce que j'avais. Avec le temps, j'ai développé ce vrai désir de montrer que je méritais. C'est plutôt toxique, tu vois, parce qu'en vrai, je méritais ce que je gagnais ou ce que j'avais, mais je sais pas, j'avais l'impression de devoir prouver constamment aux gens. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai monté toutes ces entreprises, que j'ai fait tout ça, parce que je me sentais un peu... éprise d'un devoir comme ça envers les gens. Et c'est l'erreur à ne pas faire, parce qu'après, on se rend compte qu'on peut pas tout gérer. Mais un truc que je veux dire aussi, c'est que je pense que quand on fait ce type de métier passion, on sait aussi que c'est très éphémère. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, je crois qu'il faut donner toute l'énergie qu'on a pendant les années où ça fonctionne, parce que le jour où ça ne va plus fonctionner, il va y avoir une redescente, et là, il faudra la gérer autrement. Donc, Ou alors, ça va fonctionner jusqu'à la fin, Marie, et je te le souhaite. Dans n'importe quel métier, il faut se réinventer. Tu t'es réinventé, YouTube au début, streameuse depuis 4 ans. Le côté make-up, tuto beauté, ça s'est terminé, hein? Non, j'en fais plus. J'en fais un peu sur TikTok de temps en temps, comme ça, mais vraiment, non. C'est plus... Et alors sur Twitch, par exemple, depuis 4 ans, qu'est-ce que tu... Sur YouTube, je fais principalement du paranormal, donc des enquêtes paranormales. Si un jour tu veux venir avec moi... Oula, c'est un truc... Oula. Attends, tu vas même sur des sites, ce genre de choses? Ouais, regarde, je suis allée dans des châteaux, je vais dans des châteaux hantés, je passe la nuit sur place. Tu dors dans des endroits hantés? Ouais. Marie, ouais. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? J'adore ça, ça me fait monter l'adrénaline. Moi, je crois aux fantômes fort. Je suis sûre qu'il y a des choses, j'adore aller creuser là-dedans. J'adore le paranormal, et c'est un truc que j'ai toujours voulu montrer sur YouTube. Mais tu vois, comme il y avait cette espèce de truc où les filles ne pouvaient pas faire ça, j'ai jamais osé le montrer. Mais là, il y a quelques temps, je me suis dit, il faut que tu arrêtes, Marie, tu dois faire ce que t'aimes. Et donc, beaucoup de paranormal sur YouTube, des jeux vidéo sur Twitch...
Voilà. Donc, paranormal, gaming. Je sais que tu es une passionnée de WoW, de World of Warcraft. Ouais, là, j'ai terminé il y a une semaine un stream de 13h, 12h, 13h. Je crois que j'allais mourir. J'ai commencé à 22h, j'ai terminé. Tu t'es fait un petit stream de 12-13h sur WoW. En fait, j'ai commencé, c'est pas compliqué, j'ai commencé à 22h, j'ai fini à midi le lendemain. 14h de stream. Joli. Ok. C'est mon record. Donc, paranormal, gaming et. Paranormal gaming, les entreprises, puis toute la création de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, parce que ça prend beaucoup de temps aujourd'hui. Il faut vraiment être sur toutes les plateformes, donc c'est beaucoup. Dans un instant, on va se lancer dans l'entretien d'embauche qui sera la conclusion de notre échange. C'est un entretien d'embauche de 60 secondes. Oh punaise. C'est une espèce de speed dating du travail. D'accord. Mais d'abord, je voudrais te poser une double question. La meilleure décision que tu aies jamais prise dans ton parcours professionnel? À part le fait de venir dans cette émission, bien sûr. Évidemment. Évidemment, Marie. Oh punaise. La meilleure décision que j'ai prise, me faire confiance. Tout au long de ma carrière. Tous les moments où j'avais des doutes, je me suis fait confiance dans les bons et dans les mauvais moments. Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai eu besoin de faire des erreurs et c'était hyper important dans mon parcours pro. Et des moments où j'étais pas sûre que mon projet était intéressant et je me suis dit donne-toi la chance, t'y crois, tu vas le faire et ça a marché. Donc se faire confiance, je crois que c'est le plus important, de pas toujours écouter ce que les gens autour de nous disent. C'est un conseil qui vaut pour tout le monde parce que cette émission elle est aussi faite pour donner peut-être des conseils à ceux qui sont au début de leur vie active ou qui veulent se réinventer et parfois ne pas trop écouter les autres et se faire confiance, écouter la petite musique qu'on a en soi. La pire décision que tu aies jamais prise? Oh punaise, la pire décision. 100 fois ces personnes, comment je vais faire? On ne demande pas de nom, hein, mais... La pire décision, je dirais, en fait, encore une fois, ça revient peut-être à ça, c'est avoir fait confiance aux mauvaises personnes, avoir été sous emprise trop facilement sans m'en rendre compte parce que j'ai donné ma confiance facilement, notamment au tout début de ma carrière où je pense que certains requins ont flairé en fait le truc en se disant là il y a quelque chose, allez on va aller la chercher, et j'ai fait oh super, j'aurais pas dû. On ne donne pas de nom, mais si vous reconnaîtrez peut-être, celle-là a été pour vous. Voilà, j'ai Hard Rock Gamer qui est un habitué de la commu qui dit bravo à toi, très inspirant. Brocéliande 35, ça sent la Bretagne, ça. Ah ouais. Marie, hyper motivante. Nawal Paris, sacrée bosseuse. Marie, quand on suit son parcours, on sait son engagement total. Attention, Marie. Ok, je suis super prête. J'ai l'impression d'être dans Question pour un champion. Ouais. Allez, c'est parti. Mais c'est que sur ton parcours. C'est l'entretien d'embauche. Okay. Donc là, imagine, je suis le DRH. Ok. Marie Lopez. Punaise. Créatrice de contenu sur YouTube et sur Twitch. On a fait le tour de votre CV. Maintenant, il va falloir répondre à quelques questions en 60 secondes chrono. C'est ce qui va faire que vous êtes embauché ou pas. D'accord. Vous êtes prête? Ouais. Il faut répondre très vite. Punaise. Plus gros défaut. Ah non, mais il y a un plus gros défaut. Il y a un TikTok. Flemmarde. Ah, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je suis smart, mais je suis flemmarde. Plus grande qualité. Généreuse. Qu'est-ce que tes amis disent de toi? Que je fais souvent la gueule. Ok. Ouais, je te jure que c'est vrai. Caractère, quoi. Ouais. Sais-tu travailler en équipe? Oui. Il y a une mini. Je sais, mais c'est pas pour autant que j'aime ça. Es-tu capable de travailler sous pression? Oui. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Oui. Quelle est ta plus grande réussite? Ma carrière. Est-ce que l'échec te fait peur? Oui. Je m'attendais à cette réponse. Tu te vois où dans 5 ans? Toujours sur YouTube. Et pour finir, Horde ou Alliance? Alliance. Mais qu'est-ce que c'est cette question? Bien joué, Marie, bien joué. Vous êtes embauchée. Ah, super. Est-ce qu'on peut négocier le salaire maintenant? On va en parler, mais oui, hors antenne. Marie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. Marie, tu étais notre première invitée témoin pour l'entretien MVP de la première d'MVP. Je regarderai les autres maintenant. J'espère qu'ils vont faire moins bien que moi.